Le fils des montagnes. Dans les profondeurs d'une nature oubliée, là où les routes se perdent et où le vent parle au pin solitaire, un jeune garçon se tenait seul. Abandonné par le monde qu'il avait connu, il ne possédait rien d'autre que les vêtements sur son dos et une volonté farouche de survivre. La montagne devint son école, la forêt son foyer. Il apprit à distinguer les baies comestibles des fruits empoisonnés, à tailler des lances de fortune pour pêcher dans les eaux glacées, à ériger des abris de fortune avec des branches tombées et de la mousse humide. Chaque jour était une épreuve. Chaque nuit, un combat contre le froid et la peur. Les années passèrent, et l'enfant fragile devint un être robuste, façonné par les vents, la faim et la solitude. La montagne lui avait tout pris, mais elle lui avait tout appris. Un matin de printemps, après une pluie diluvienne, il découvrit un gigantesque chêne arraché à la terre, son tronc couché au bord de la rivière. Devant cet arbre renversé, quelque chose s'éveilla en lui, pas seulement une idée, mais une vision. Et s'il pouvait transformer cette ruine en promesse? S'il pouvait dompter la force de la nature pour reconquérir sa liberté? Ce n'était plus un simple garçon. C'était un survivant en train de rêver à un destin. Accroché à une branche basse, son vieux sac à dos battait au vent. Le tissu jadis bleu vif s'était terni jusqu'à devenir gris cendre. À l'intérieur, un unique trésor, une photographie froissée, dernier lien avec un monde disparu. Parfois, lors des nuits d'orage où le vent gémissait à travers les rochers, il la sortait de sa cachette et la contemplait, le cœur serré. On y voyait un homme, une femme, et un petit garçon de 7 ans au sourire lumineux. 5 ans plus tôt, ce même garçon, Eli, était assis à l'arrière d'une vieille voiture qui serpentait entre des montagnes touchant presque le ciel. Son père, au volant, serrait si fort le volant que ses jointures blanchissaient. Juste un week-end de camping, avait-il dit d'une voix sèche. Entre hommes. Depuis le départ de la mer, la maison n'était plus qu'un champ de ruines silencieuses. Factures impayées, bouteilles vides, disputes étouffées. Ce matin-là, le père et le fils s'étaient engagés sur un sentier balisé par un panneau usé, Timberlake Outlook 3 miles. Le père portait la tente et un sac de toile. Eli, lui, suivait, le dos chargé d'un simple sac et d'une gourde. Garde le rythme, lança son père sans se retourner. Le sentier les mena jusqu'à un plateau d'où la vallée s'étendait à perte de vue, tapissée d'arbres miniatures semblables à un océan vert. Ils montèrent la tente sans un mot. Le père alluma un feu, ouvrit une boîte de haricots. Chauffa des saucisses. Puis, lorsque la nuit s'installa et que les braises rougeoyaient, il sortit une flasque de sa poche. « Ta mère ne reviendra pas, dit-il simplement. Il fixa les flammes. « Et moi, je n'y arrive plus. » Eli ne comprit pas. Pas encore. Ce n'est qu'à l'aube suivante qu'il réalisa. La tente était vide. Le sac du père, disparut. Il cria son nom jusqu'à s'en briser la voix, puis suivit le chemin vers la voiture, persuadé qu'il l'y retrouverait. Mais la clairière ne contenait que des traces de pneus dans la boue. Il attendit une journée entière, puis une nuit. Buvant l'eau de sa gourde, grignotant les barres de céréales qu'il avait apportées. Le second matin, la vérité s'imposa, implacable, personne ne reviendrait. Il marcha alors vers ce qu'il croyait être la route du retour, mais le monde des hommes s'effaçait à mesure qu'il avançait. Les sentiers se perdaient dans des fourrés, la forêt s'épaississait, et la panique devint sa compagne. Chaque jour, il errait jusqu'à l'épuisement, chaque nuit, il s'endormait contre un tronc, tremblant malgré la chaleur de l'été. La faim creusait son ventre, la solitude sa mémoire. Le troisième jour, il trouva un ruisseau et une rivière d'eau claire glissant sur la pierre. Il but à s'en faire mal au ventre, puis suivit le cours vers l'amont. Une intuition ancienne lui soufflait que la hauteur offrait de meilleures chances d'être aperçu. La rivière le mena à une petite cascade, sous laquelle s'ouvrait une cavité rocheuse. Il s'y réfugia juste avant l'orage. Cette nuit-là, le tonnerre fit trembler les montagnes. Le feu du ciel lacéra l'obscurité, et le garçon, recroquevillé dans son sac, pleura tout ce qui lui restait d'enfance. Mais le matin vint, baigné d'une brume douce et du chant des oiseaux. Et quelque chose avait changé. L'enfant qui se leva n'était plus le même que celui qui s'était endormi. Il observa le monde avec de nouveaux yeux, des buissons de framboises gonflées de rosée, des empreintes d'animaux menant vers l'eau,
des poissons argentés glissant sous la surface. La nature qu'il craignait se révélait à présent comme une alliée. Il apprit à reconnaître les champignons comestibles, à éviter les plantes qui brûlent la peau, à creuser les racines nourricières. Chaque découverte était une victoire. Les semaines s'enchaînèrent. Il bâtit un abri de branches devant la grotte, une sorte de refuge contre les pluies d'automne. Il façonna une lance à partir d'un jeune tronc, en durcissant la pointe dans le feu. Le premier poisson qu'il captura n'était pas plus grand que sa main, mais son goût valait un festin de roi. Quand l'été s'effaça, il stocka noix et baies séchées dans des troncs creusés. Il confectionna des vêtements à partir de peaux de lapin, apprenant à poser des collets paraissait douloureux. La forêt lui infligeait des leçons rudes, mais justes. Et peu à peu, Élie cessa d'être une victime. Il devint un survivant. Parfois, quand le vent se taisait, il sortait la photographie. Les visages s'y effaçaient lentement, comme si le temps les dissolvait. La femme partit la première. L'homme, le second. Et l'enfant, dernier témoin, les yeux grands ouverts sur un monde sauvage. Le sac à dos déchiré était tout ce qui lui restait d'un passé humain. Sa lance, son seul héritage d'un avenir incertain. Un soir, assis devant le feu, Élie caressa le bois poli de sa première lance. Chaque entaille racontait une erreur, chaque fissure une leçon. Les débuts avaient été un chaos de faim et d'imprudence. Il s'était empoisonné en goûtant des baies inconnues, avait frôlé la mort avant de comprendre qu'il fallait tester la nature par petites touches d'abord sur les lèvres, puis en minces bouchées. Sa patience était devenue sa meilleure arme. C'est en observant la nature qu'il apprit la sagesse. Un jour, il aperçut un héron bleu immobile au bord du ruisseau. L'oiseau attendait, silencieux. Jusqu'à ce qu'un éclair de mouvement perce l'eau. Alors, d'un geste sûr, il frappa et attrapa sa proie. Élie comprit que la patience valait plus que la force. Il chercha une branche droite et solide. En retira l'écorce, en affûta la pointe à l'aide d'une pierre tranchante. Les premières tentatives furent des échecs, la lance se brisait, ou glissait à côté. Mais chaque échec contenait une leçon. Il apprit à corriger l'illusion de l'eau, à mesurer la distance par le reflet, à immobiliser sa respiration jusqu'à ce que le monde autour de lui oublie sa présence. Et puis, un jour, la pointe frappa juste. Un truite argenté, pas plus longue que son avant-bras, vibra au bout du bois. Élie la regarda, incrédule, les yeux emplis de larmes. Il fit un feu, la fit cuire, et goûta à sa première vraie victoire. Ce n'était pas seulement un repas, c'était un triomphe. La preuve que la vie pouvait renaître, même des cendres du désespoir. L'automne s'installa avec ses vents mordants. Les feuilles dorées tapissèrent le sol, les nuits se rallongèrent. Élie élargit son territoire, marquant les chemins avec des cairns de pierre pour ne pas se perdre. Il connaissait désormais chaque bruit, chaque odeur, chaque ombre de cette montagne. Elle n'était plus un piège. Elle était devenue sa maison. Les jours de pluie, il restait dans la grotte, réparant ses outils. Taillant des pointes de flèches, rêvant parfois à un monde qu'il n'était plus sûr d'avoir vraiment connu. L'image de son père revenait par vagues non plus comme un monstre, mais comme un homme. Brisé. Peut-être avait-il voulu mourir. Peut-être voulait-il que son fils apprenne à vivre sans lui. Ses pensées ne le hantaient plus. Elles l'ancraient. Chaque pierre, chaque arbre. Chaque cri d'aigle devint un fragment de sa mémoire. Il n'était plus l'enfant abandonné au bord d'un sentier. Il était le fils des montagnes, l'héritier d'un royaume de silence et de vent. Et lorsque le printemps revint, que les torrents dégelés chantaient à nouveau, Élie se tint face au grand chêne tombé au bord de la rivière. Son cœur battait fort. Il posa la main sur le tronc massif. Et sentit sous ses doigts la promesse d'un départ. De cette carcasse de bois, il construirait un radeau. Pas seulement pour fuir la montagne, mais pour prouver qu'il n'était plus prisonnier d'aucune peur. L'enfant abandonné était devenu un créateur. Le monde l'avait oublié mais lui, désormais, savait qu'il pouvait se reconstruire à partir de rien. Et quand le soleil disparut derrière les crêtes, il leva les yeux vers le ciel immense et murmura. Je ne suis plus perdu. Je suis vivant. L'enfant de la montagne. Il découvrit un jour un fourré de murs sauvages, à la fois source de nourriture et de griffures. De ses mains écorchées,
il apprit à distinguer les champignons qui poussent sur le bois mort, ceux qui nourrissent, ceux qui troublent l'esprit, et ceux qui tuent. La forêt, d'abord labyrinthique et hostile, commença lentement à se révéler comme une carte vivante qu'il apprenait à lire du regard, à écouter du cœur. Lorsque les vents d'automne apportèrent la première morsure du froid, la panique s'empara de lui. Ses vêtements, les mêmes qu'il portait le dernier jour passé auprès de son père, n'étaient plus que loques. Le tissu se déchirait aux genoux, s'effilochait au coude. Sa caverne, simple abri contre la pluie, ne le protégeait guère de ce froid qui semblait jaillir des entrailles même de la pierre. Alors la nécessité, c'est implacable. Maîtresse, devint son enseignante. Il rassembla des herbes sèches pour se faire une couche, tressa des branches de pin tombées pour fermer l'entrée de son refuge. Chaque soir, il s'obstinait à rallumer le feu, les doigts tremblants, la gorge nouée d'espoir et de peur. Le feu devint un dieu qu'il fallait mériter. Malgré tout, les nuits s'allongeaient, plus sombres, plus dures. La première neige faillit l'anéantir. Lorsqu'il se réveilla, le monde avait changé. La terre qu'il connaissait avait disparu sous un drap immaculé. Plus de sentiers, plus de repères. Une angoisse sourde l'envahit, non celle du froid, mais celle de se perdre. Que deviendrait-il s'il s'éloignait trop de la caverne? Durant 2 jours, il resta enfermé, nourri des dernières baies séchées et d'une poignée de noix. Le feu dévorait ses maigres réserves de bois. Le 3e jour, la faim l'obligea à sortir. Le silence de la forêt enneigée était total, un silence qui absorbait le monde, si profond qu'il entendait le battement de son propre cœur. Sous ses pas, la neige craquait comme du verre. En suivant les empreintes des cerfs, il découvrit un bosquet d'épicéas aoulés. Animaux avaient gratté la neige pour atteindre l'écorce nourricière. Il les observa longuement, apprenant de comment reconnaître les arbres dont la chair interne pouvait apaiser la faim. Ce jour-là, il comprit que la forêt était un maître exigeant mais juste, elle ne donnait qu'à ceux qui savaient regarder. C'est ainsi qu'il inventa ses premiers pièges. Il avait remarqué que les lièvres empruntaient toujours les mêmes passages sous les broussailles. À force d'essais et d'échecs, il tordit des fibres végétales, choisit des branches souples, tendit son premier collet. Le matin où il trouva un lièvre pris au piège, il sut qu'il pouvait vivre. Il le remercia en silence avant de l'écorcher. La fourrure devint sa première paire de moufles, grossièrement cousues à l'aide d'aiguilles d'os et de tendons séchés. Plus de pièges signifiait plus de fourrure. Plus de fourrure, des vêtements plus chauds. Des vêtements plus chauds, des expéditions plus longues. Ainsi se forgea la chaîne invisible de la survie, maillon après maillon, dans la patience et la douleur. L'hiver lui apprit la lenteur. Le printemps, la gratitude. Et lorsque vint son 2e été. Dans la montagne, Élie Cartel était son nom, se déplaçait dans la forêt comme un esprit parmi les arbres. Sa lance frappait rarement à côté. Ses pièges ne restaient jamais vides. Le garçon qui pleurait autrefois sous l'orage se tenait désormais sur les crêtes, face aux éclairs, les bras ouverts, un sourire presque joyeux sur les lèvres. Sa voix, longtemps réduite au silence, reprit vie. D'abord il parla aux animaux, puis aux arbres, puis à lui-même. Il nomma les choses, le vent, la pierre, la lumière, la peur. Et parfois, la nuit, il racontait des histoires aux étoiles. Comme pour ne pas oublier qu'il était humain. Le langage, cet outil le plus humain de tout, devint son dernier compagnon. Sa lance évolua avec lui. Les liens de cuir furent mieux ajustés. Les pointes plus affûtées, l'équilibre parfait. Celle qu'il préférait, il l'avait façonnée en 3 jours, le manche venait d'un frêne frappé par la foudre, les ligatures de nerfs de daim savamment séchées. Cette lance lui avait permis d'abattre son premier cerf. Il se souvint de ce moment, le souffle coupé, les mains tremblantes, partagées entre la fierté et une tristesse profonde. Ce soir-là, assis près du feu, il tourna longuement la lance entre ses doigts, se demandant s'il devenait plus bête que garçon. Pourtant, quand il se regardait dans les flaques limpides, les yeux qui le fixaient étaient humains, plus vieux, plus sages, mais toujours humains. Un jour, entre ses mains, reposa un carnet de cuir. Les pages jaunies, tachées d'eau, étaient encore lisibles. Il suivit du doigt l'écriture soignée. 15 mars 1973. Les premiers merles bleus sont revenus aujourd'hui. Le printemps tarde toujours ici, mais il revient, inévitablement.
C'est ainsi qu'il découvrit la cabane. C'était durant son 3e hiver, alors qu'une tempête le chassait plus loin qu'il n'avait jamais osé aller. Presque aveugle dans le tourbillon de neige, il trébucha contre une structure à demi. Enseveli, une petite maison que la forêt reprenait lentement, toit affaissé, porte arrachée. À l'intérieur, le vestige d'une vie, un poêle en fonte, une table taillée à la main, un lissant. Matelas, des étagères couvertes de poussière. Et sur ces étagères, des bocaux, des outils et des livres. Tant de livres. La cabane appartenait à un homme nommé Raymond Cooper, un vétéran de la guerre de Corée. Le journal racontait qu'en 1968, dégoûté par ce qu'il appelait la folie du monde d'en bas, il s'était retiré dans ces montagnes. Pendant 27 ans, Raymond avait vécu seul. Notant tout, les saisons, les plantes, les bêtes, les signes du ciel. Sa dernière entrée datait du 4 décembre 1995. La douleur dans ma poitrine revient, pire qu'avant. Si mon heure est venue. J'ai eu une belle vie. Je ne regrette rien, sauf peut-être de ne pas voir un autre printemps. Ellie trouva ses restes à un demi-mille de là, sur une crête, sous un petit cairn de pierre. Il ajouta d'autres pierres, un geste simple mais sacré. Il ne l'avait jamais connu, mais se sentit lié à lui comme à un parent lointain. Le journal de Raymond devint son plus grand trésor. Ce n'était pas seulement un manuel de survie bien qu'il le fût. Il y découvrit des listes de plantes comestibles, des repères de migration animale, des recettes de remèdes, des observations météorologiques. Mais au-delà du pratique, c'était une voix humaine dans le silence. Et les livres? Des dizaines, protégés dans des caisses métalliques, romans, essais, manuels, journaux intimes. Ellie savait déjà lire, à force de déchiffrer un vieux roman trouvé dans son sac. Mais la bibliothèque de Raymond ouvrit devant lui un univers entier. À la lueur du feu, il dévora Robinson Crusoe. L'appel de la forêt, trouvant dans leur héros des frères d'âme. Il étudia la charpente et la menuiserie jusqu'à comprendre les schémas, puis, utilisant les outils du vétéran, il répara le toit de la cabane. Il lut les plantes médicinales d'Amérique du Nord et se constitua une petite pharmacie de feuilles séchées et de teintures. Mais son livre préféré était un atlas. Il y passa des nuits entières à suivre les rivières du doigt, à deviner où il se trouvait sur cette immense carte. La ville la plus proche semblait à 30 miles, à vol d'oiseau, une éternité à travers ces montagnes. Grâce à Raymond, sa vie changea. Ses notes précises sur la conservation de la nourriture lui permirent de fumer la viande, de sécher les fruits, de fabriquer du pemmican pour l'hiver. La cabane réparée devint son foyer, bien plus sûr que la caverne, qu'il conserva pourtant comme refuge. Mais surtout, le journal lui offrit quelque chose de rare, un dialogue d'âme à âme. Raymond y écrivait la solitude et la paix dans la même phrase. Il y parlait du manque de contact humain, tout en confessant qu'il ne pouvait plus supporter les mensonges de la civilisation. Une phrase, surtout, resta gravée dans l'esprit d'Ellie. Les gens croient que survivre dans la nature, c'est la combattre. Ils se trompent. C'est l'écouter, s'y fondre, apprendre à ne plus imposer. Mais à s'adapter. Le jour où j'ai cessé de vouloir dominer ces montagnes, elles ont commencé à me nourrir. Ces mots transformèrent Ellie. Il commença son propre journal, d'abord dans les marges de celui de Raymond, puis dans un carnet trouvé sur une étagère. Ses premières pages n'étaient que des relevés, où il avait vu des traces de dindons, quel versant portait les meilleures framboises. Mais peu à peu, son écriture devint plus profonde. Il décrivit la lumière de la lune sur la neige, les chants d'oiseaux annonçant l'orage, les nuances du silence au oui, car il découvrit que le silence a des textures. Parfois, il relisait les pensées philosophiques de Raymond et ressentait une étrange impression, comme si deux vies se superposaient, la sienne et celle de l'homme disparu. Ellie avait cessé d'être simplement un survivant. Il était devenu l'héritier invisible d'un autre ermite, le témoin d'un passage entre deux époques. Celle des hommes pressés et celle des esprits patients. Il comprit enfin que la vraie liberté ne résidait pas dans la fuite du monde, mais dans la réconciliation avec lui-même dans cette alliance silencieuse entre l'humain et la terre. Chaque aube, il ouvrait la porte de la cabane, respirait l'air glacé, et saluait la montagne d'un murmure. Je suis encore là. Et dans le vent? Il lui semblait entendre une réponse venue d'un autre temps. Moi aussi. Sous le ciel vaste des Rocheuses, Ellie n'était plus vraiment un enfant, mais pas encore un homme. Il apprenait à survivre.
Oui, mais aussi à comprendre, à écouter ce que la solitude, la faim et le vent pouvaient enseigner qu'aucun maître n'aurait su dire. Raymond, lui, avait choisi l'isolement. Ellie, non. Pourtant, tous deux avaient trouvé dans cette communion avec la montagne et le ciel quelque chose de plus grand que la survie, une vérité tranquille, nue, essentielle. Dans le vieux carnet de Raymond, celui qu'il relisait chaque soir, une phrase revenait sans cesse. Ce qui paraît privation se révèle souvent être liberté. Ce que l'on nomme solitude peut devenir la plus profonde des compagnies. 4 ans s'étaient écoulés depuis qu'Ellie avait trouvé refuge dans la cabane. Par un matin de printemps, il s'assit sur le perron, le journal de Raymond dans une main, le sien dans l'autre. 16 ans à peine, mais des mains calleuses, tannées par le froid et le travail, et dans les yeux, une gravité ancienne, celle de ceux qui ont trop vu trop tôt. Sa plume hésita avant de tracer ces mots. Je me demande souvent ce que Raymond penserait de moi. Reconnaîtrait-il quelque chose de lui dans ce que je deviens? Devant lui, une grande plaque d'écorce servait de carte. Les veines du bois accueillaient les lignes du fleuve qu'il avait gravé patiemment, suivant du doigt le trajet sinueux de l'eau, des sommets glacés jusqu'aux vallées profondes, puis vers des terres lointaines portant des noms étranges, Riverton, Eastbridge, des mots qui semblaient appartenir à un autre monde, une autre vie. 5 années dans le silence des montagnes avaient transformé Ellie. Il n'était plus tout à fait sauvage, pas davantage civilisé. À 17 ans, son corps avait pris la force souple des prédateurs qui l'observaient. Mais son esprit, nourri par les livres, les sépare. Raymond s'était ouvert à des pensées qu'aucune forêt ne pouvait contenir. Il rêvait d'ailleurs. Pas d'un retour à la vie d'avant, cette blessure était cicatrisée depuis longtemps, mais d'un départ vers l'inconnu. Ses rêves revenaient chaque printemps, quand le ciel se striait de vols d'oies migratrices. Il levait la tête et murmurait. Elles savent quelque chose que j'ai oublié. Puis, après un silence, ajoutait. Le mouvement, lui aussi, peut être une forme de foyer. Sur l'atlas jauni de Raymond, les rivières dessinaient un réseau bleu reliant le monde entier. Dans le journal du vieil homme, il avait lu. L'eau trouve toujours son chemin. Elle contourne les obstacles au lieu de les combattre. 3 jours à dériver m'ont mené plus loin que 2 semaines de marche. Ces mots germèrent dans l'esprit d'Ellie comme une graine prête à éclore. Et s'il construisait un radeau? S'il suivait le ruisseau qui alimentait son lac, jusqu'à la grande rivière mentionnée dans l'Atlas? Et si cette rivière le menait enfin vers d'autres êtres humains? Il entreprit des reconnaissances, suivant le cours d'eau, dormant dans les arbres, marquant les troncs à la pierre. Le filet d'eau devint torrent, puis rivière, avalant branches et troncs dans son flot impatient. 3 jours plus tard, il se retrouva face à un fleuve large, profond, presque vivant. Il sentit un frisson, non de peur, mais d'attente. Il ramassa une pierre lisse au bord du courant et la ramena à la cabane, la posant sur l'étagère à côté du journal de Raymond, un talisman. Une promesse silencieuse. Son projet devint obsession. Sur une grande écorce de bouleau, il grava les rivières qu'il connaissait, les confluences décrites dans les écrits de Raymond. Il ajouta des repères, la montagne aux 3 pics visibles depuis la cabane, la falaise en forme de tête de faucon, la prairie où les élans se rassemblaient à l'automne. Chaque soir, à la lueur du feu, il reprenait son ouvrage, calculant les distances à partir du temps de marche. Raymond écrivait qu'un bon courant pouvait porter un homme sur 20 000 en une journée, ce qu'il fallait 2 jours harassants à pied pour accomplir. À mesure que la carte se remplissait, son rêve se précisait. Ce ne serait pas un simple radeau, mais un bateau. Le mot, appris dans les romans d'aventure de Raymond, vibrait d'une promesse. Il n'en avait jamais vu un, seulement des dessins, mais il en comprenait le principe, flotter, se diriger, transporter. Il esquissa des plans dans son carnet, combien de bois? Comment assembler les pièces sans clous? Avec quoi rendre la coque étanche? Ses outils restaient rudimentaires, hache de pierre, couteau de silex, maillet de bois. Aiguille d'os, mais sa volonté était celle d'un forgeron de destin. La différence entre survivre et vivre, écrivit-il un soir, c'est la différence entre accepter où l'on était, choisir où l'on va. La carte devint une boussole non seulement géographique, mais intérieure. Il y nota des zones poissonneuses, des rapides dangereux mentionnés par Raymond, des clairières propices au bivouac. Les reliefs, les pentes, les passages boisés, tout s'y inscrivait.
En l'étudiant, Élie comprit, il ne planifiait pas une simple expédition. Il préparait une métamorphose. La montagne avait été son école, sa prison, et peut-être son sanctuaire. Elle deviendrait maintenant son passage vers le monde. Il posa la carte sur la table et murmura, un sourire aux lèvres. Je vais avoir besoin d'un bateau plus grand que prévu. Quelques jours plus tard, un rugissement résonna dans la vallée, un craquement si puissant qu'il fit vibrer la terre. 3 nuits passèrent avant qu'il n'aille voir. Le sol détrempé gardait la trace des pluies d'orage, et l'air sentait la sève et la boue. Ce qu'il découvrit alors le cloua sur place, un chêne gigantesque, déraciné, couché sur le flanc comme un colosse abattu. Son tronc faisait près de 2 mètres de diamètre, ses racines arrachées laissaient un cratère assez grand pour qu'un homme s'y tienne debout. L'arbre s'étendait sur plus de 20 mètres avant que ses branches ne se déploient vers le ciel, défiant encore la gravité, même dans la mort. Élie s'approcha lentement, comme devant un monument sacré. « Tu étais ici bien avant moi. » murmura-t-il. Sous sa main, l'écorce était rude, intacte. Le bois, solide, sain, n'avait pas succombé à la maladie mais au poids du vent et du temps. Il imagina cet arbre dressé 5 siècles plus tôt, quand les premiers navires européens avaient traversé l'océan, quand ses propres ancêtres vivaient encore dans des cabanes de pierre et de bois. Autour du géant abattu, la forêt s'était ouverte. Un cercle de lumière tombait maintenant là où régnait autrefois l'ombre. Le sol, couvert de mousse écrasée, exhalait une odeur douce et humide. Élie grimpa sur le tronc et marcha lentement jusqu'à son milieu. De là-haut, il dominait la clairière, à près de 5 mètres du sol. Le vent caressait ses cheveux. Il ferma les yeux, et dans le murmure des feuilles, il crut entendre la voix de Raymond. L'eau c'est toujours le chemin. Il comprit. Ce chêne, tombé du ciel, n'était pas un accident, mais une réponse. Le bois qu'il cherchait était là, offert, monumental. Sa barque naîtrait de ce géant. Tout ce qui lui manquait désormais, c'était du temps, de la patience, et cette foi muette qu'il avait toujours tenue en vie. Les jours suivants, il travailla sans relâche. Chaque coup de pierre contre le bois résonnait dans la vallée comme un battement de cœur. Il façonnait, creusait, polissait. Le soleil marquait sa peau, la pluie lavait sa fatigue, et les nuits, il s'endormait en écoutant le fleuve murmurer son avenir. Petit à petit, la forme du bateau émergea du tronc, comme si elle y avait toujours été cachée. L'odeur du bois frais emplissait la clairière, mêlée à celle du feu et de la sève. Il se surprit à parler à l'arbre. « Tu porteras mon poids, et mes espoirs. Ensemble, nous suivrons la rivière. » Et parfois, quand le vent descendait des sommets, il lui semblait entendre dans son bruissement la voix du vieux Raymond non plus comme un souvenir, mais comme une présence. La nuit précédant le départ, Élie s'assit devant la cabane, contemplant la lueur des braises. Tout autour, la forêt semblait retenir son souffle. Il ouvrit son journal et écrivit une dernière fois. J'ai appris à écouter le silence, à comprendre la faim, à apprivoiser la peur. J'ai appris que la liberté ne se trouve pas au bout d'un chemin, mais dans le courage d'en tracer un nouveau. Au matin, il glissa la pierre lisse de la rivière dans sa poche, chargea le bateau de provisions, et regarda une dernière fois la cabane, le lac, les montagnes. Rien ne bougeait, sinon un aigle planant au-dessus des pins. Puis il poussa le bateau vers le courant. L'eau l'accueillit dans un frémissement doux. Élie sentit la force du fleuve le tirer en avant ni vers le passé, ni vers un futur certain, mais vers le vaste inconnu. Et alors qu'il s'éloignait, le vent porta ces mots, presque un souffle. Merci, Raymond. Je continue. La naissance du navire. Du haut de son promontoire, Élie apercevait la rivière, miroitant entre les troncs, serpentant dans la lumière comme une promesse. Le fleuve et l'arbre. Son esprit fit le lien avant même qu'il n'en formule la pensée. Tu es déjà à mi-chemin, murmura-t-il. Un frisson lui parcourut l'échine, cette vibration qu'il avait apprise à reconnaître, le pressentiment que la nature lui parlait. Jusqu'à présent, ses esquisses de bateau s'étaient toujours heurtées à la même question. Où trouver assez de bois convenable? Il s'était imaginé abattant des dizaines de jeunes arbres, les fendant, les assemblant patiemment. Des mois, peut-être des années de travail avec les outils.
rudimentaire qu'il possédait. Mais cette fois, c'était différent. Le monde venait de lui faire un don. Élie s'assit en tailleur sur le tronc gigantesque, réfléchissant, évaluant, dessinant dans son esprit les lignes d'un projet fou. Le chêne, massif, offrait un diamètre suffisant pour être évidé en une coque large et stable, assez vaste pour accueillir à la fois son corps et ses provisions. Sa longueur garantirait la stabilité dans le courant, et son bois dur résisterait aux blessures du fleuve et au temps. Les défis restaient colossaux. Le déplacer jusqu'à la rive serait impossible. Il faudrait construire sur place, puis imaginer un moyen de transporter le bateau achevé jusqu'à l'eau. Ces outils n'étaient que pierres taillées et manches de fortune, haches de pierre. Coins de bois, racloirs durcis au feu. Ce serait un travail lent, harassant, exigeant jusqu'à la dernière goutte de sa volonté. Glissant de son perchoir, Élie fit le tour du tronc, marchant en cercle, le regard absorbé. Il sortit son journal, traçant à la hâte des croquis. La courbe naturelle du chêne offrirait une légère élévation à chaque extrémité comme les embarcations qu'il avait vues dans les livres de Raymond. Et s'il laissait la motte racinaire partiellement intacte, elle pourrait devenir la poupe, lui donnant équilibre et poids. Pas un radeau, dit-il tout haut. La voix tremblante d'enthousiasme. Un vrai navire. À partir de ce jour, il revint sans relâche. Il étudiait le grain du bois, testait la dureté avec la pointe de son couteau, mesurait la circonférence à l'aide d'une liane tressée. Il nettoya le terrain autour du tronc, écarta les branches, fit place à un atelier sous les cimes. Le labeur était titanesque. Ses premières tentatives pour enlever l'écorce lui laissèrent les mains en sang. Alors il inventa. Il façonna un grattoir courbé à partir d'un bois de serre, puis un maillet dont la tête était une pierre de rivière solidement attachée à un manche de noyer. Il apprit à écouter la matière, à suivre le sens des fibres plutôt que de lutter contre elles, à exploiter la levier plutôt que la force brute. Les semaines s'écoulèrent. Rien que le décapage du tronc lui prit un mois de travail du matin au soir. Sous l'écorce, le bois clair luisait comme de l'ivoire. Élie construisit un abri tout près du chantier, refusant de perdre du temps à retourner à la cabane chaque nuit. Il travaillait jusqu'à l'épuisement, tombait de sommeil à même le sol, et recommençait dès la première lueur. Parfois, le découragement menaçait. Alors il posait les deux mains sur le tronc, sentait la vie ancienne du chêne encore vibrer sous la surface, et se rappelait ses propres mots. Tu as tenu debout pendant 5 siècles. Je peux bien t'offrir une année pour te donner une seconde vie. Ce n'était plus seulement l'arbre qui changeait, mais lui-même. Le rêve prenait corps, le bois devenait promesse. Chaque frappe d'outil rapprochait le projet de la réalité, chaque ampoule, chaque callosité devenait une marque de progression. Peu à peu, méthodiquement, le géant abattu commença à révéler le navire qui sommeillait en lui. L'outil le plus précieux qu'il possédait désormais était sa hache de pierre. 7 jours lui avaient été nécessaires pour la créer. Il avait choisi une pierre de rivière au tranchant naturel, l'avait frappée patiemment contre une autre pour affiner la lame, puis fendu un jeune frêne afin d'y loger le manche. La tête était fixée par un mélange ingénieux, résine de pin chauffée pour la colle, bande de cuir brut mouillé qui, en séchant, se rétractait jusqu'à serrer le tout comme une poigne d'acier. Le résultat était son chef-d'œuvre loin de ses outils maladroits des premiers temps. Il la testa sur une branche, savourant la morsure nette de la pierre dans le bois. Cette hache serait la clé de la métamorphose. Sur une étagère de la cabane, il avait retrouvé les vieux livres de Raymond, ses guides silencieux. L'un d'eux, Techniques et artisanats amérindiens, montrait des dessins précis d'outils de pierre, témoins d'un savoir qui avait permis à l'humanité de vivre et de construire bien avant le fer. D'autres reliques reposaient sur les planches, une scie rouillée aux dents cassées, une lime usée, une tête de marteau sans manche. Élie les avait réparées autant que possible, mais il savait que pour le gros œuvre, il lui faudrait compter sur ses propres inventions. Son atelier devint une clairière dédiée à la création. Il dressa un petit appentis pour l'abriter et creusa une fosse de feu, cerclée de pierres. De là, il partait chaque matin chercher les matériaux dont il avait besoin, pierres spécifiques des lits de rivière, essences variées pour leurs propriétés, fibres végétales pour les cordages, résine pour les cols. L'outil suivant fut l'herminette, une sorte de hache montée perpendiculairement aux manches, conçue pour creuser plutôt que trancher.
Il en fabriqua 3 avant d'en obtenir une parfaitement équilibrée. Cette patience. Forcer l'éduquait. Chaque échec lui apprenait quelque chose, se hâtait briser les outils et épuisait l'esprit. Pour les travaux de précision, il sculpta des ciseaux dans les bois de serre et les os. De pattes d'élan. Il les trempait dans l'eau pour les assouplir, puis les polissait contre des pierres abrasives jusqu'à former des bords assez tranchants pour entamer le chêne lorsqu'il était frappé d'un maillet de bois. Puis vint la découverte du feu comme allié. En brûlant localement le bois, il pouvait l'adoucir avant de le gratter. Sur des morceaux d'essai, il expérimenta jusqu'à trouver le juste équilibre entre la flamme et la matière. Trop peu, elle résistait, trop fort, elle s'effondrait en cendres. En allumant de petites flambées ciblées à même le tronc, il put ôter rapidement les couches carbonisées à la raclette de pierre. Le bois devenait docile. Ce feu, autrefois ennemi de la forêt, devenait complice de la création. Peu à peu, son arsenal grandit. Alène pour percer, grattoir pour lisser, forêt de pierre pour creuser. Chaque nouvel outil lui enseignait quelque chose du monde et de lui-même. Les erreurs n'étaient plus des échecs, mais des étapes, des marches vers la maîtrise. L'outil le plus complexe fut celui que Raymond appelait le couteau recourbé, utilisé autrefois par les tribus du Nord pour les finitions délicates. Élie en forgea un à partir d'un fragment de métal trouvé dans une souche, vestige peut-être d'un vieux piège de trappeur. Il l'affûta longuement à la pierre, puis le fixa dans un manche sculpté pour épouser la paume. Le résultat était presque élégant, un prolongement de sa main. Ses mains, autrefois celles d'un enfant de confort, étaient devenues ses instruments les plus sensibles. Elle sentait la direction du grain sous la peau, pressentait les failles dans la pierre, devinait la juste force à appliquer. Les callosités qui s'y formaient n'étaient plus des blessures, mais des trophées. Elle racontait une métamorphose, celle d'un garçon survivant à celle d'un artisan, maître de son monde. Les soirs, il entretenait son petit feu, réparait ses outils, remplaçait les manches fendues, affûtait les tranchants émoussés. La clairière vibrait du rythme des gestes, du craquement du bois, du murmure du vent. Parfois, la lune baignait la scène d'une lumière laiteuse, et Élie, levant les yeux, avait l'impression d'être le dernier homme sur terre, forgeant de ses mains la preuve que l'esprit humain peut, avec la patience et le courage, transformer une simple chute d'arbre en miracle de volonté. Chaque jour rapprochait le rêve de l'eau. Et dans la solitude des montagnes, sous le regard des étoiles, le jeune garçon devint, sans même s'en rendre compte, l'héritier silencieux de milliers d'artisans oubliés. Ce n'était plus seulement la construction d'un bateau. C'était la naissance d'une foi. La symphonie du chêne et de la volonté. Élie avait appris à écouter ses outils comme d'autres écoutent la respiration du vent. Chaque geste, chaque coup porté contre le bois faisait partie d'un langage silencieux qu'il maîtrisait peu à peu. Ces instruments n'étaient plus de simples objets, mais des compagnons de route, porteurs d'une mémoire ancienne. Dans son journal, il écrivit « Les outils ne sont pas des choses. Ce sont les prolongements d'une intention. Ils transportent le savoir de ceux qui les ont façonnés et la volonté de ceux qui les manient. » Peu à peu, il leur donna des noms, comme on baptise des amis ou des gardiens. La grande hache de pierre devint briseur, son fidèle compagnon pour les tâches les plus rudes. L'herminette, fine et précise, fut appelée fouilleuse. Quant au couteau à la lame tordue, forgé à partir d'un fragment de métal récupéré d'un ancien monde, il le nomma mémoire, un pont entre son présent façonné à la main et la civilisation perdue qu'il avait laissée derrière lui. Grâce à eux, l'impossible devint simplement difficile. Avec briseur, il traçait de profondes lignes sur le tronc de chêne, dessinant la silhouette de l'embarcation qu'il rêvait de libérer du bois. Fouilleuse creusait lentement l'intérieur, transformant le cœur massif de l'arbre en un ventre creux prêt à flotter. Et mémoire lissait, polissait, affinait et donnant à l'œuvre la grâce qui distingue la survie de la création. Un matin, alors que la lumière pâle de l'aube filtrait à travers la canopée, Élie se tint debout devant le géant abattu. Devant lui, sur une peau de daim soigneusement étalée, reposaient ses outils, fruits de jours d'efforts, de ratés et de perfectionnement. Chaque manche, chaque lien de cuir portait la trace de son apprentissage. Il souleva briseur. En éprouva la densité, puis frappa. Le son fut pur, profond, vibrant comme un tambour de commencement. Des éclats de bois jaillirent, et Élie murmura, presque en prière. Nous commençons. Mais le destin,
toujours attentif aux failles de la chair et de la pierre, attendait son moment. 2 mois de travail régulier s'achevèrent sur un craquement sec, la lame s'était brisée net. Le manche fendu à la jonction. Élie resta figé, la moitié de son outil dans la main. Ce n'était pas seulement la pierre qui se fracturait, mais la confiance patiemment bâtie. Il posa doucement les débris à terre et contempla son œuvre, 20 pieds de longueur, 3 de largeur, le tronc déjà écorcé, sculpté, et vidé sur plusieurs pieds de profondeur. Tout autour, les copeaux s'amoncelaient, formant un tapis clair comme une neige nouvelle. La tâche, pourtant, lui paraissait démesurée. Chaque jour semblait effacer les progrès de la veille. Creuser 1 pouce de plus, lisser un PAN rugueux. Voilà ce qu'il appelait désormais une victoire. Ses mains portaient les stigmates du combat, cloques rompues, peau durcie, entailles anciennes refermées sur de nouvelles. Une cicatrice rouge barrait son avant-bras gauche, souvenir d'un coup d'herminette mal dirigé. Ses épaules, son dos, ses bras, tout son être brûlait d'une douleur sourde. Les outils devenaient plus lourds à mesure que les jours passaient. Et pourtant, il continuait. Le chêne, fidèle à sa nature, résistait. Son grain capricieux refusait de suivre la logique des hommes. Parfois, une fente inattendue ruinait une section entière, l'obligeant à repenser son dessin. Le cœur du bois, plus dur que la pierre, émoussait ses lames, ralentissait son élan. La pluie venait interrompre son labeur pendant des jours, détrempant les fibres, gonflant les sections déjà sculptées. Le soleil, quant à lui, le brûlait, le forçant à travailler à l'aube et au crépuscule, quand l'air redevenait respirable. Un soir, il posa sa main sur la surface du tronc et dit simplement : « Je t'ai sous-estimé. Tu ne cèdes pas facilement. » Mais la résistance du bois n'était rien comparée à celle du doute. Dans les heures de silence, la question revenait, lancinante, à quoi bon ? Était-il fou de croire qu'un canot né de ses seules mains flotterait un jour ? Et même s'il parvenait à le mettre à l'eau, où irait-il ? Vers quoi ? Vers qui ? Il avait vécu si longtemps dans la solitude que l'idée même de revoir des hommes éveillait en lui autant d'espoir que de peur. Dans les livres de Raymond, il avait lu les récits de navigateurs salués comme des héros et d'autres abattus comme des envahisseurs. Lequel de ces destins serait le sien ? Il observa le fragment de lame brisé dans sa paume. Ce morceau tranchant et inutile lui rappela une vérité simple, le progrès ne suit jamais une ligne droite. Il forgea alors la résolution de recommencer, de reconstruire, d'améliorer. Chaque échec n'était qu'une étape vers une forme plus juste. Chaque blessure, une leçon inscrite dans la peau. Il marcha lentement le long de sa coque à demi formée, effleurant le bois du bout des doigts. Le navire prenait forme. L'étrave se courbait vers le ciel, suivant l'arche naturelle du tronc. La poupe, ancrée dans la base racinaire, offrait un renfort solide. L'intérieur, encore brut, s'élargissait assez pour qu'il puisse s'y asseoir confortablement. Nous continuons, dit-il, avant de retourner à son atelier. La reconstruction de Briseur prit 3 jours. 3 jours à chercher la pierre juste, à la polir, à la fixer dans un manche plus solide, à tisser autour du lien des couches de cuir séché qui l'humidifiaient puis serrer jusqu'à ce qu'elle se soude en une seule chair. Il modifia l'angle de la tête, allégea la courbe, ajusta l'équilibre. Lorsque le nouvel outil fut prêt, il reprit son travail avec une approche différente. Il cessa de se battre contre le bois. Désormais, il travaillait avec lui, suivant le fil du grain, laissant la structure de l'arbre guider ses gestes. Le chêne n'était plus un obstacle, mais un partenaire. Ensemble, ils donnaient naissance à quelque chose de plus grand que d'eux. À mesure que les jours s'égrenaient, Élie comprit que la véritable mesure de son progrès n'était plus la quantité de matière enlevée, mais la qualité de chaque coup porté. La précision, la justesse, la patience devinrent ses nouvelles unités de mesure. Même les restes de la lame brisée trouvèrent leur utilité, taillés, polis, transformés en petits grattoirs, en outils de finition. Rien ne serait gaspillé. Chaque perte deviendrait gain, chaque erreur, matière à création. L'été s'inclina lentement vers l'automne. Le vent changea de ton, les feuilles commencèrent à tomber autour du chantier, et la silhouette du bateau s'affirma. Ce qui n'était qu'un tronc écorché devint peu à peu une embarcation identifiable. Une promesse de voyage.
S'il s'était trouvé un promeneur dans cette région reculée, il aurait deviné en un instant la destination de ce travail obstiné. Mais Ellie n'avait pour témoin que les arbres. Et le ciel. Et cela suffisait. Le doute n'avait pas disparu, il s'était simplement transformé en humilité. Il savait désormais que cette œuvre n'était pas seulement un moyen de quitter la montagne. C'était une épreuve. Une école de patience, d'endurance, de foi. Un dialogue entre l'homme et la matière, entre la volonté et le temps. Un soir, alors que la forêt s'embrasait de lumière dorée, il parla tout bas au bateau qui prenait forme. « Toi et moi, nous sommes en train de changer. » L'hiver vint, implacable. La neige ensevelit le chantier. Sous 3 pieds de silence. Le vent hurlait à travers les branches nues, et le fleuve lui-même semblait s'être endormi sous la glace. Ellie dut suspendre son travail. Avant que le gel ne s'installe. Complètement, il recouvrit le bateau de branches de pin, une couverture verte pour protéger le bois. Ses outils, nettoyés, graissés, furent rangés comme des trésors en attente du renouveau. Mais l'homme ne pouvait rester inactif. Dans la chaleur relative de sa cabane, il entreprit une nouvelle œuvre, une maquette du bateau, taillée dans la glace même du fleuve. Il passa des semaines à la façonner, utilisant de minuscules fragments de pierre pour graver les détails, la proue relevée, la poupe renforcée, 2 petits sièges creusés dans l'intérieur translucide. Le feu de la cheminée faisait luire la surface comme de l'ambre. Cette maquette n'était pas seulement une distraction, c'était une promesse, un symbole. L'eau figée devenait le miroir du bois endormi sous la neige. L'un attendait la fonte, l'autre le dégel. Tous deux partageaient la même destinée, renaître. Le premier flocon avait éveillé en lui une frustration brûlante, celle de l'élan interrompu. Mais avec le temps, ce repos forcé se transforma en méditation. Ellie observait la glace à la lumière du feu et songeait à la patience du monde. À la lenteur avec laquelle la vie, pourtant, trouve toujours son chemin. Il comprit que l'hiver n'était pas un ennemi, mais un enseignant. Ce que le froid suspendait, la foi maintenait vivant. Ainsi, dans le silence blanc de la montagne, le jeune homme grandit encore. Son esprit, affûté comme la lame qu'il avait refaite, se préparait sans le savoir à une épreuve plus grande que le travail du bois, celle de se construire lui-même. Lorsque viendrait le printemps, il reprendrait le marteau, l'herminette, le couteau. Et alors, ce ne serait plus simplement le chêne qu'il façonnerait. Ce serait son propre destin. Le souffle de l'hiver et la promesse du printemps. Comme Raymond l'avait écrit jadis dans son journal, l'hiver dans les montagnes n'est pas une fin, mais un passage. Le travail cesse d'être extérieur pour devenir intérieur, il se déplace des mains vers l'esprit. Ellie avait pris cette sagesse à cœur. Ce que d'autres auraient vu comme une interruption, il en fit un tremplin. Les longues soirées glacées devinrent un atelier pour la pensée. À la lueur du feu, il relisait ses plans, redessinait les courbes de son embarcation, affinait les solutions aux difficultés. Rencontrait et imaginait les étapes à venir. L'hiver, au lieu d'éteindre son élan, lui apprenait la patience et la précision. Au début, la maquette de glace n'était qu'un passe-temps, un moyen de tenir ses mains occupées pendant ces nuits interminables où le vent hurlait entre les pins. Mais peu à peu, ce jeu d'hiver prit une valeur inattendue. À partir de blocs de glace transparente extraits de la rivière gelée, Ellie sculpta un modèle miniature de son futur bateau. Chaque coup de couteau, chaque retouche, testait une idée nouvelle. La glace, docile et éphémère, lui permettait de modifier la forme à volonté, ce qui ne fonctionnait pas pouvait être fondu puis recréé, sans les lourdes pertes qu'impliquait le travail du bois. Il gardait le modèle enfoui dans un banc de neige à l'extérieur, ne le ramenant dans la cabane que le soir, quand les flammes dansaient sur les murs de pierre. Sous cette lumière mouvante, il étudiait les lignes de sa création, rêvant de la forme parfaite. Puis, avant que la chaleur ne l'abîme, il le rendait au froid protecteur de la nuit. Semaine après semaine, il polissait les courbes, corrigeait les angles, jusqu'à ce que le modèle de glace devienne non seulement l'image du bateau qu'il construisait, mais celle du navire qu'il imaginait, un symbole de promesse et de persévérance. L'hiver s'approfondissait. Les jours rétrécissaient jusqu'à ne plus être qu'un bref éclat entre deux immensités d'obscurité. Ellie se levait avant l'aube et ne se couchait qu'après minuit, profitant du moindre rayon de lumière pour accomplir les tâches vitales, couper du bois, vérifier ses pièges,
récolter les dernières baies gelées cachées sous la neige. Le silence s'épaississait avec le froid. Parfois, seul le craquement d'un tronc fendu par le gel ou le hurlement lointain d'un loup rompait la quiétude blanche. Même les paysages familiers devenaient méconnaissables. Sous la main glacée de l'hiver, les repères s'effaçaient, les vallées se comblaient, et chaque colline semblait une inconnue. Dans cette solitude absolue, les pensées d'Ellie se tournaient de plus en plus vers l'avenir, vers la rivière qu'il atteindrait, vers les terres que Raymond avait autrefois décrites dans ses cartes jaunies. Souvent, il dépliait l'atlas de son mentor devant le feu et suivait du doigt les méandres des rivières. Calculant les distances, imaginant des paysages qu'il n'avait jamais vus. Ces points et cercles tracés sur le papier des hameaux, des villes, des routes représentaient un monde qu'il ne connaissait plus, un monde qu'il redoutait autant qu'il espérait. « Que penseront-ils de moi ?» demanda-t-il un soir à la cabane vide. Sa voix rauque se perdit dans le crépitement des bûches. « Et moi, que penserais-je d'eux ?» Le garçon qu'il avait été avait disparu depuis longtemps. L'adolescent abandonné dans les montagnes était devenu un homme grand, élancé, au corps forgé par le labeur et la survie. Ses cheveux, indomptés, tombaient sur ses épaules, et ses vêtements n'étaient plus que des créations sauvages, des jambières de cuir de daim, une tunique cousue de peau de lapin, des mocassins façonnés selon les instructions d'un vieux manuel de Raymond. Mais plus encore que son apparence, c'était son esprit qui avait changé. Les mots, autrefois familiers, s'étaient fait rares sur sa langue. Sa pensée suivait désormais le rythme des saisons, des besoins, du feu et du froid. La politesse du monde civilisé s'était effacée, remplacée par la vérité directe de la nature. Pour ne pas perdre le lien à la parole, il s'était mis à parler à voix haute, il récitait des passages des livres de Raymond, nommait les outils, décrivait ses gestes. Répétait les questions qu'il pourrait avoir à poser un jour à d'autres humains sur les routes, le commerce, les conditions des rivières. Peu à peu, sa voix retrouva la souplesse du langage humain. Et le modèle de glace, qu'il avait d'abord conçu pour l'étude, devint pour lui un symbole, la preuve que l'attente n'est pas inertie, mais maturation. Nous attendons, oui, mais nous ne gaspillons rien, disait-il parfois à sa sculpture glacée, comme à un compagnon silencieux. Lorsque le printemps revint enfin, Ellie se remit au travail avec une ardeur nouvelle. 8 mois d'efforts, interrompus par l'hiver, prenaient forme sous ses yeux. Le cœur de l'arbre, creusé jour après jour, s'était mué en un espace lisse et profond. La lumière filtrant à travers le couvert des arbres illuminait l'intérieur du tronc évidé, comme une nef de bois sanctifiée par la persévérance. Les leçons de l'hiver guidaient désormais chacun de ses gestes, patience, méthode, observation. Plutôt que d'attaquer la matière avec brutalité, il la suivait, la laissait lui parler. Le bois indiquait la direction à prendre, chaque fibre, chaque nervure devenait un guide. Ses journées suivaient un rituel rigoureux. Le matin, il traçait des lignes de coupe profondes avec ses outils les plus aiguisés. À midi, il abattait et arrachait les morceaux délimités. L'après-midi, il lissait, ajustait, polissait. Chaque journée gagnait quelques précieux centimètres de profondeur dans le ventre de l'embarcation. Le feu, qu'il avait longtemps craint, devint son allié. En déposant des braises sur certaines zones, il pouvait brûler le bois juste assez pour l'amollir. Trop de chaleur et le travail serait perdu, trop peu, et l'effort resterait vain. Il apprit à lire les nuances de teinte et de texture qui signalaient la brûlure parfaite. Les parois, autrefois épaisses comme son bras, furent amincies jusqu'à n'avoir plus que 3 doigts d'épaisseur, suffisamment solides pour affronter les courants, mais assez légères pour qu'il puisse un jour transporter le bateau jusqu'à la rivière. Ses outils aussi avaient évolué. Les pierres grossières du début avaient cédé la place à des instruments façonnés avec soin. Son préféré était un grattoir courbe taillé dans la mâchoire d'un ours ou une forme naturelle, parfaitement adaptée aux courbes intérieures de la coque. Il l'avait baptisé sculpteur, et souvent, en travaillant, il lui parlait comme à un vieil ami. Les pluies de printemps, autrefois redoutées, devinrent un atout. Ellie recueillait l'eau dans des écorces creuses et la versait sur le bateau pour vérifier les fuites. Chaque infiltration révélait un défaut à corriger. Pour les colmater, il inventa un mélange de résine de pin, de cire d'abeille et de charbon broyé, qu'il faisait pénétrer dans les pores du bois, créant ainsi une barrière étanche. Chaque problème résolu lui procurait une joie profonde, différente de tout ce qu'il avait connu avant sa vie sauvage. Il avait instauré un rituel pour mesurer ses progrès,
chaque 7e jour, il plaçait une branche droite en travers du bateau et y taillait une encoche indiquant la profondeur atteinte. Ces marques, gravées les unes au-dessus des autres, étaient la mémoire visible de sa ténacité. « Regarde jusqu'où nous sommes. » « Allez, » murmurait-il à l'embarcation, tenant la branche comme un sceptre de conquête. À mesure que le printemps laissait place à l'été, le bateau prit sa forme définitive. L'intérieur du tronc s'étendait presque sur toute sa longueur, ne laissant que les extrémités pleines pour la solidité. Les flancs s'élevaient d'une 14aine de pouces au point le plus large, puis s'affinaient vers la proue et la poupe. 2 personnes auraient pu s'y asseoir confortablement, mais Élie voyagerait seul, avec de la place pour ses vivres et ses outils. Commença alors l'étape la plus délicate. La perfection. Il lissait les surfaces rugueuses, corrigeait les asymétries, consolidait les points fragiles. Il ajouta des détails inspirés des livres de Raymond, une légère surélévation à l'arrière pour servir de siège, de petites encoches sur les bords pour attacher les cordes, des poignées taillées dans les parois pour maintenir l'équilibre dans les rapides. Le bateau semblait désormais respirer. Il lui répondait. Élie apprit à écouter, le bois, le grain révélait la force ou la faiblesse, la couleur trahissait la densité, le son d'un coup léger indiquait l'équilibre interne. Il comprit que la création véritable naît du dialogue entre l'homme et la matière, non de la domination, mais de la coopération. La forêt, témoin silencieux, sembla reconnaître son œuvre. Les visiteurs devinrent nombreux, un cerf curieux s'arrêtait parfois au bord de la clairière avant de s'enfuir d'un bond gracieux, un renard s'installait sur une souche pour observer. Des corbeaux venaient picorer les copeaux pour garnir leur nid. Une fois, un ours noir passa sans hâte, renifla les outils, puis repartit, indifférent mais paisible. Élie leur parlait à tous comme à des apprentis. Le secret, dit-il un jour à une biche attentive, c'est d'enlever seulement ce qui n'est pas le bateau. Le cœur de l'embarcation désormais défini, il pensa à la touche finale. Polir l'extérieur pour réduire la résistance à l'eau, affiner la proue pour fendre les courants, fabriquer des rames, un gouvernail, peut-être même un petit mât, s'il trouvait la toile nécessaire. À une voile. Debout dans le creux du tronc évidé, il étendit les bras, touchant les parois de part et d'autre. Là où jadis s'élevait la densité du bois, il y avait maintenant de l'espace. De la lumière et la promesse du départ. Le sentiment fut double, humilité devant la grandeur du travail accompli, et puissance face à la transformation née de sa volonté. Il tenait entre ses doigts la sculpture qu'il gardait précieusement depuis son enfance, une minuscule pirogue taillée dans le bois, avec 2 silhouettes, l'une ramant, l'autre pêchant. Les détails étaient si précis qu'on distinguait les lignes de pêche et les petits poissons sculptés sous la surface. Ce talisman, cadeau d'un ami disparu, valait plus que l'or au cœur de la montagne. Ce matin-là, alors qu'une brume légère glissait entre les troncs, Élie polissait les dernières aspérités du bateau. Le silence était total, jusqu'à ce qu'il sente une présence. Il leva la tête et là, à la lisière de la clairière, se tenait un homme. Apparu comme sorti du brouillard, il semblait être un fragment vivant de la forêt elle-même, la peau cuivrée, les cheveux noirs striés de gris, vêtu de peau de daim. Portant un sac en cuir d'élan. Élie se figea, son outil levé à mi-course, le cœur battant. Le monde venait de franchir le seuil de sa solitude. Cela faisait des années qu'il n'avait pas vu un autre être humain. La peur, l'excitation et une fatigue profonde se mêlèrent en lui comme une vague incontrôlable. L'homme qui venait d'apparaître ne montrait aucun signe d'hostilité, il leva simplement une main vide en guise de salut. « Beau travail », dit-il en anglais, d'une voix douce et mélodieuse au timbre d'un accent qu'Élie ne parvint pas à identifier. « Un du goût ?» Élie retrouva difficilement sa voix. « Oui, un du goût. Mon premier. » L'étranger hocha la tête, gardant une distance respectueuse. Les Ojibwés en ont façonné beaucoup. Je suis Makwa, du clan de l'ours. Mon peuple navigue ces eaux depuis 1000 ans. Je m'appelle Élie, répondit le jeune homme, surpris par l'étrangeté de son propre nom, si rarement prononcé depuis tant d'années. J'ai vécu seul ici, très longtemps. Une compréhension silencieuse passa sur le visage buriné de Makwa. Il désigna le bateau. Je peux ? Élie acquiesça. Makwa s'approcha. Tourna autour de l'embarcation avec un regard empreint d'une admiration discrète. Ses mains, quand elles effleurèrent le bois,
se déplacèrent avec la précision d'un artisan aguerri. Du chêne? Observa Théil. Un bon choix. Solide, mais lourd. Trop lourd, demanda Élie, une pointe d'inquiétude dans la voix. Makwa secoua doucement la tête. Non, si tu sais comment l'apprivoiser. Regarde. Tu peux alléger ici, là, et là. Garde la force là où l'eau frappe le plus la proue, la poupe et la quille. Ce dialogue marqua le début d'un apprentissage inattendu qui dura 3 jours. Makwa était guide de chasse. Chaque année, il menait des groupes de riches citadins à travers la forêt, puis retournait vivre parmi les siens, à plus de 100 000 au nord-ouest, ou bien errait seul sur les terres de ses ancêtres. Le hasard, ou peut-être quelque dessein invisible, l'avait conduit jusqu'à la clairière d'Élie. Il n'avait aucun outil moderne, seulement des instruments traditionnels, semblables à ceux qu'Élie avait façonnés de ses propres mains. Pourtant, sa technique transformait tout. Il montra comment utiliser le feu avec précision, en traçant des limites d'argile humide pour protéger les parties à conserver intactes. Il enseigna une méthode de raclage lente et régulière, qui enlevait le bois par couches fines au lieu d'éclats, réduisant ainsi le risque de fissure. L'eau et le bois se parlent depuis la nuit des temps, expliqua Makwa en guidant les mains d'Élie. Un bon constructeur n'est qu'un traducteur entre eux. Mais plus encore que les techniques, c'étaient ses leçons sur la rivière qui marquèrent Élie. Makwa lui apprit à lire l'eau, les reflets qui trahissaient la présence de rochers, les changements de teinte qui annonçaient une variation de profondeur, la différence subtile entre le murmure d'un rapide sur et le grondement d'un passage dangereux. Il lui montra comment positionner son corps, comment utiliser la pagaie non seulement pour avancer, mais aussi pour équilibrer, sentir, et dialoguer avec le courant. Jamais ils ne parlèrent du passé d'Élie, ni de son avenir. Makwa ne posa pas de questions sur les raisons qui avaient conduit ce jeune homme blanc à vivre seul, à creuser un bateau au milieu de la forêt. Mais parfois, dans ses regards silencieux, il y avait une compréhension plus profonde que n'importe quel mot. Le 3e jour, ils testèrent l'équilibre du bateau en y déposant des pierres équivalentes au poids d'Élie. L'embarcation resta stable, même à terre. Makwa hocha la tête, satisfait. Elle veut flotter, dit-il simplement. Ce n'est plus qu'une question de temps. Le soir, assis près du feu, Makwa raconta l'histoire de son peuple et de l'eau, les crues surmontées. Les voyages entrepris, les batailles livrées sur les rives des lacs. Il évoqua le lac des esprits, dont les eaux guérissaient les malades à condition qu'ils s'en approchent avec un cœur pur. Il parla des grands rassemblements où des dizaines de canoës accostaient, apportant chaque clan pour des célébrations qui duraient des semaines entières. Élie écoutait, absorbant non seulement le savoir, mais aussi une nouvelle façon de voir le monde. La nature n'était plus un adversaire à dompter, mais une alliée, une sœur, une voix à entendre. Ce n'était pas une idée étrangère? Ces années d'isolement lui avaient enseigné quelque chose de semblable. Mais les mots de Makwa, portés par la mémoire d'un peuple entier, donnaient à cette vérité une profondeur sacrée. À l'aube du 4e jour, Makwa se prépara à partir. Son chemin le conduirait vers le nord, tandis que la rivière d'Élie descendrait vers le sud. Au moment de la séparation, il lui tendit un petit objet de bois poli par le temps, une figurine sculptée représentant un ours. Mon grand-père l'a taillée quand j'apprenais à construire mon premier canoë, dit-il. À présent, elle t'appartient. Souviens-toi, la rivière connaît le chemin, fais-lui confiance, respecte-la, mais n'oublie jamais qu'elle a sa propre volonté. Élie resta longtemps immobile, la petite sculpture serrée dans la paume. Lorsque Makwa disparut dans les arbres, il se retourna vers son bateau et le vit d'un œil nouveau. Ce n'était plus un simple moyen de fuite, c'était une œuvre née d'une alliance entre lui, le chêne, et désormais, la sagesse transmise par des générations. Il glissa le petit ours dans la pochette à sa ceinture et reprit ses outils. Le bateau parlait plus clairement maintenant. Et Élie avait appris à mieux écouter. L'aviron qu'il avait façonné brillait sous la lumière de l'après-midi. Large et fin, le bois lisse portait encore la chaleur de ses mains. Il le fit tourner. En éprouvant l'équilibre parfait, la justesse du poids réparti. Ce n'était plus un instrument maladroit, mais une extension naturelle de son bras, prête à répondre au moindre mouvement. Il déposa l'aviron près de son jumeau, contre la coque du bateau. Après près d'une année de labeur, l'embarcation n'était plus le tronc brut qu'il avait trouvé au bord de la rivière.
C'était désormais un chef-d'œuvre que Makwa lui-même aurait admiré. L'extérieur, autrefois rugueux et marqué de brûlures, offrait maintenant des lignes harmonieuses, courant de la proue effilée jusqu'à la poupe élargie. Les flancs se courbaient gracieusement vers l'intérieur, puis s'évasaient légèrement au sommet, selon le dessin que Makwa lui avait montré pour empêcher l'eau de submerger les bords lors des remous. L'intérieur avait été poli et enduit d'innombrables couches du mélange qu'il avait perfectionné, résine de pin, cire d'abeille et poudre de charbon fin, fondus ensemble et travaillé dans les fibres du bois jusqu'à obtenir une surface étanche et douce au toucher. Le plancher, renforcé par des traverses disposées avec soin, offrait robustesse sans excès de poids. Près de la poupe, une petite plateforme surélevée servirait de siège pour pagayer. De menus détails révélaient à la fois son sens pratique et son besoin d'harmonie, des poignées creusées dans les flancs permettaient une prise sur si le bateau venait à tanguer, la proue portait une figure discrète, le bois sculpté dans une forme évoquant la tête d'un cerf, les bois seulement suggérés comme un hommage à la forêt. Les bords supérieurs étaient finement entaillés à intervalles réguliers pour maintenir la cargaison à l'aide de cordages, avec des encoches plus profondes au centre, destinées à ranger les avirons. Ces avirons représentaient le sommet de son article. Contrairement au bateau, creusé d'un seul bloc, il combinait plusieurs essences, les manches en noyer blanc. Droit et souple, résistant à la torsion, les pales en tilleul, légères mais solides, affinées sur les bords pour fendre l'eau sans effort. Là où manches et pales se rejoignaient, il avait lié des bandes de chêne blanc avec des lanières de cuir brut, scellées à la résine. Pour les tester, Élie avait dû improviser, il construisit un cadre de branches maintenant l'aviron à hauteur d'utilisation, afin de s'exercer au mouvement de rame et d'ajuster la forme jusqu'à ce qu'elle glisse dans l'air avec fluidité. Ce n'était pas l'eau, mais c'était suffisant pour révéler les imperfections, qu'il corrigea une à une. Lorsqu'il se recula enfin pour contempler l'ensemble, une émotion complexe l'envahit, fierté, respect, et un étonnement presque sacré. Devant lui se tenait une embarcation de près de 6 mètres, large de 75 cm, creusée à 14 pouces de profondeur née d'un arbre qui paraissait autrefois inébranlable. Chaque courbe portait la trace de ses mains, chaque détail, le souvenir de milliers de gestes répétés. Le nom lui était venu en rêve, persévérance. Il l'avait gravé en lettres soignées sur la proue, le premier mot qu'il écrivait depuis des années. Ce simple acte avait transformé le bateau, il n'était plus un projet, mais un compagnon de route, un être à part entière, porteur de promesses et de mémoire. Autour du navire principal, Élie avait confectionné tout ce dont il aurait besoin pour le voyage, un seau taillé dans un tronc creux, son anse sculptée dans un bois de serre, un gouvernail rudimentaire, une planche de chêne fixée à une tige plus longue, plusieurs récipients étanches en écorce de bouleau, enduits de la même résine, pour protéger ses provisions. Il avait même commencé à expérimenter une voile simple. Une toile carrée cousue à partir de peaux assemblées, fixée à un mât de pin jeune. Ses premiers essais, observant comment le vent gonflait la toile alors que le bateau restait encore à terre, s'étaient révélés prometteurs, bien qu'il sût que la rivière poserait d'autres défis. Mais le véritable changement ne se voyait pas dans le bois ni dans les cordes, il était en lui. Le garçon abandonné n'existait plus. À sa place se tenait un jeune homme façonné par la solitude, le travail et la foi dans le mouvement patient de la nature. Ses gestes étaient précis. Son regard calme, ses mains à la fois puissantes et délicates. Il se mit à préparer le voyage avec la même rigueur qu'il avait mise à bâtir son embarcation. En consultant les cartes de Raymond et les conseils de Makwa, il calcula ses étapes, mesura les distances, estima la force des courants et ses propres limites. La rivière l'attendait. Et pour la première fois depuis des années, Élie sentit que son chemin ne menait pas seulement vers la liberté mais vers lui-même. Élie avait tout prévu. Il avait choisi ses points d'arrêt, préparé ses provisions, répété les gestes du départ. Pour équilibrer la charge, il avait même remplacé son matériel par des pierres, s'entraînant à embarquer et débarquer sans chavirer. Pourtant, malgré cette préparation minutieuse, de nombreuses questions demeuraient. Comment le bateau se comporterait-il sur l'eau réelle? Saurait-il dompter les rapides que Makwa lui avait décrits avec gravité? Et que découvrirait-il en descendant le fleuve? Ces incertitudes, autrefois source d'angoisse, ne suscitaient plus qu'une paix étrange, la compréhension que certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui osent les vivre. Du bout des doigts, il caressa une dernière fois le plat-bord avant de préparer son repas du soir.
Le bateau brillait sous la lumière déclinante comme un être prêt à naître. Ce n'était plus seulement du bois, mais une promesse. Une créature de force et de patience, chargée d'une énergie contenue, d'un esprit latent, attendant l'eau pour accomplir son destin. La coque, renforcée de résine fraîche, semblait vibrer sous le regard du Créateur. 3 jours d'efforts acharnés avaient transformé un désastre potentiel en amélioration décisive. Élie glissa sa main le long des nouvelles pièces de renfort, il sentait sous ses doigts la solidité du travail accompli. Les cicatrices laissées par l'épreuve de la nature devenaient des marques de force. Car tout avait commencé par une pluie. Non pas ces averses légères du printemps, mais une déferlante sans fin qui transformait la forêt en marais et la rivière en torrent. D'abord, il avait accueilli la pluie comme une bénédiction. Un repos forcé après tant de journées de travail. Mais au 3e jour, la sérénité fit place à l'inquiétude. Le sol de la clairière où reposait son embarcation s'était mué en un bassin. L'eau montant lentement autour de la coque. Il sortit sous l'averse, le cœur battant, pour sauver son œuvre. Des heures durant, il charroya de la terre et des pierres, construisant à main nue une digue improvisée. Trempé, grelottant, les muscles brûlants, il se battait contre le déluge. La nuit tomba, et toujours la pluie. Dans la lueur tremblotante du feu, il calculait, angoissé. Si l'eau montait encore d'un pied, la barque flotterait, livrée au flot sans avoir été mise à l'eau, ni testée, ni même attachée. En quelques instants, le courant pouvait anéantir une année de travail. Le sommeil ne fut qu'une succession de sursauts. À chaque bruit, il courait jusqu'à la porte pour vérifier la silhouette de son bateau dans la nuit noyée d'eau. Peu avant l'aube, un grondement sourd, presque tellurique, le fit bondir. Il comprit aussitôt, la berge, quelque part en amont, venait de céder. Il se précipita dehors. La pluie tombait encore, mais le jour gris laissait deviner l'ampleur du désastre, le niveau avait grimpé, léchant désormais le bord du bateau. Pire encore, un nouveau courant traversait la clairière, transformant l'étang en rivière en furie. Le bateau, jadis parfaitement calé, avait bougé. Alors il improvisa. Utilisant de jeunes troncs comme levier et des roches comme appui, il parvint à soulever chaque extrémité du bateau. Juste assez pour glisser des rondins en dessous. Après des heures d'effort, la coque reposait sur un socle de fortune, 18 pouces au-dessus de l'eau. Trempé, épuisé, il contempla son œuvre. La menace immédiate était écartée, mais la leçon, elle, était claire. Le bateau qu'il avait conçu pour des eaux tranquilles devait désormais affronter un fleuve imprévisible. La nature lui avait offert un avertissement avant l'heure. Lorsque le ciel s'éclaircit enfin, Élie observa sa création avec un œil neuf. Les faiblesses lui apparaissaient comme des cicatrices ouvertes. La coque, solide en apparence, manquait de rigidité latérale, les renforts intérieurs soutenaient le poids vertical, mais pas la pression des courants obliques. Dès que les eaux se retirèrent, il se remit à l'ouvrage. Avec le reste du chêne de l'arbre d'origine, il façonna des arcs de renfort, des côtes courbées qui répartiraient la force du courant sur toute la longueur du navire. Il les fixa à intervalles réguliers, 2 pieds l'un de l'autre, avec des chevilles de bois et des ligatures en cuir trempées dans la résine. Les bords supérieurs, les plabords, reçurent eux aussi des bandes de bois dur, créant un contour rigide capable de résister à la torsion. À la proue, il superposa plusieurs couches de latte laminée, sans altérer la forme fine et rapide du nez du bateau. Chaque amélioration ajoutait du poids, il dut alors amincir d'autres parties, équilibrant solidité et légèreté avec la précision d'un sculpteur. Son expérience du bois, acquise au fil d'une année de travail acharné, se révéla précieuse. Pour tester sa structure, il inventa des expériences ingénieuses, levier, poids suspendu, pression simulée, chaque essai révélant une faiblesse à corriger. Bientôt, la barque devint plus qu'un simple objet, une leçon d'adaptation, un miroir de sa propre endurance. La crue, paradoxalement, avait été généreuse. Elle avait laissé derrière elle une couche d'argile fine parfaite pour sceller la coque. Les eaux furieuses avaient aussi mis à nu des tiges de roseau, idéales pour fabriquer un gouvernail et des cordages. Même les débris charriés contenaient des trésors, un pin foudroyé dont le bois, riche en résine, fournirait des torches lumineuses. Quand enfin les eaux se retirèrent complètement, Élie ressentit une étrange reconnaissance.
La nature, dans sa rigueur, avait testé son œuvre avant le départ, lui révélant ses failles et lui offrant les moyens de les surmonter. Il nota dans son journal, « Le fleuve m'a envoyé ses eaux. Avant que je n'aille à sa rencontre. Message reçu. Nous serons prêts, lui et moi, pour notre rendez-vous. » L'après-midi même, il monta la voile, 2 triangles de fibres végétales tissées. Enduites de résine pour les rendre étanches, attachées à un mât repliable en roseau. Le vent les gonfla doucement, comme pour bénir son départ. Ces voiles légères promettaient de multiplier sa vitesse lorsqu'il descendrait le fleuve. Son œuvre touchait à sa fin. 15 mois d'efforts patients, de solitude et de persévérance, aboutissaient à ce moment, le bateau était prêt. Mais l'homme devait l'être aussi. Il lui restait à préparer le voyage, avec la même minutie que pour la construction. La nourriture fut sa première préoccupation. Le trajet pourrait durer plusieurs semaines, traversant des terres où la chasse ou la cueillette serait difficile. Tout l'été, il avait chassé, séché, fumé, mis en réserve. La venaison réduite en jerky dense, les baies et fruits. Séchés au soleil, les noix, les graines, même un pain dur qu'il avait appris à cuire avec de la farine de gland et de céréales sauvages. Chaque ration était rangée dans des contenants étanches. Boîtes d'écorce de bouleau scellées à la résine, sachets de peau huilée, gourdes taillées dans des calebasses séchées. L'eau du fleuve serait abondante, mais il prépara aussi des outres. Des vessies d'animaux nettoyés, légères à vide, capables de contenir plusieurs jours de réserve. Il en confectionna 6. Vint ensuite la sélection des outils. Chaque objet devait mériter sa place. Il emporterait son meilleur couteau de pierre et ses lames de rechange, une hache compacte, des aiguilles d'os et du fil de tendon, son nécessaire à feu, silex, acier récupéré de la cabane de Raymond, amadou séché. Des hameçons d'os, des lignes tressées de fibres végétales. Rien de superflu. Pour la navigation, il copia sa carte d'écorce sur une peau de daim, pliée dans une pochette. Imperméable. La boussole de Raymond, ternie mais fidèle, lui permettrait de garder le cap. Un bâton marqué de cran l'aiderait à mesurer les distances parcourues. Enfin, il songea à ses vêtements. Ce voyage le mènerait de l'isolement sauvage vers des terres habitées, où ses peaux et fourrures pourraient le faire passer pour un vagabond ou un fou. Dans un vieux coffre de cèdre, il retrouva les habits qu'il portait autrefois, des vêtements d'enfant, trop petits, mais dont il put réutiliser le tissu. Avec ses compétences de tanneur et de couturier, il combina les étoffes d'origine et le cuir qu'il avait préparé, créant des habits solides, sobres, presque civils, un symbole, peut-être, du pont qu'il allait bientôt franchir entre deux mondes. Devant la barque prête à glisser dans le fleuve, Élie sentit son cœur battre avec une gravité nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement d'un départ, mais d'un passage. Tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait souffert. Chaque goutte de pluie, chaque écharpe dans sa paume, chaque mot inscrit dans son journal, tout convergeait vers ce moment. La rivière l'attendait. Et lui, enfin, était prêt à la rencontrer. Élie avait enfin créé des vêtements qui, bien que toujours confectionnés à la main, ne trahissaient plus au premier regard l'image d'un homme sauvage. C'était un détail, mais pour lui. Un pas immense vers le monde des autres. Parmi toutes ces préparations, la conception de la voile restait son œuvre la plus ambitieuse. Makwa lui avait un jour parlé de la puissance du vent, mais sans jamais expliquer comment l'exploiter. En s'appuyant sur quelques bribes de description et les principes appris dans les livres de Raymond, Élie avait inventé son propre système. Il avait récolté des fibres végétales avec patience, les avait trempées, battues, tressées en cordages solides avant de les entrelacer sur un métier rudimentaire. De ses mains étaient nées de larges feuilles tissées, souples et résistantes, qu'il découpa en triangles. Les bords furent doublés pour plus de solidité, percés de petits trous destinés aux attaches du mât et aux cordes de manœuvre. Tester cet ensemble sur terre s'était révélé une entreprise périlleuse. Dans une clairière exposée au vent, il avait dressé son mât et hissé la voile. La première rafale, même légère, avait suffi à secouer l'ensemble avec une force surprenante, faisant vibrer la structure comme un animal impatient. Il comprit alors combien le vent pouvait devenir un allié redoutable, dans l'eau. Cette énergie se transformerait en mouvement, en vitesse, en liberté. Mais la préparation physique n'était qu'une part de l'œuvre. Chaque soir, Élie s'asseyait à la lueur du feu pour préparer aussi son esprit. Il étudiait son plan du fleuve,
gravant dans sa mémoire les méandres, les repères, les zones dangereuses. Il répétait les mots qu'il pourrait devoir prononcer s'il croisait des humains. Salutations, demande simple, phrase d'apaisement. Il s'imaginait les rencontres à venir, les questions qu'on lui poserait, les réponses qu'il pourrait donner. Son apparence exigeait aussi une métamorphose. Depuis des années, il laissait sa barbe et ses cheveux croître librement, comme les branches d'un arbre oublié. Désormais, il se coupa les cheveux à hauteur des oreilles. Tailla sa barbe jusqu'à reconnaître les traits d'un homme parmi les hommes. Le visage qui se refléta dans l'eau claire lui sembla à la fois familier et étranger et plus anguleux, tanné par le soleil, mais illuminé d'une calme détermination. La veille de son départ, il inspecta minutieusement ses provisions, tout était empaqueté, étanche, équilibré. Le bateau, baptisé dans son cœur Persévérance, reposait sur ses rouleaux de bois, prêts à être acheminés vers la rivière des Laubes. Les voiles, pliées avec soin, attendaient de capturer leur premier vent. Dans son journal, il écrivit : Demain, le garçon des montagnes devient homme du fleuve. Quoi qu'il m'attende en aval, je le rencontrerai selon mes propres termes. Cette nuit-là, le sommeil fut agité. Des visages inconnus, des paysages ouverts et lumineux se mêlaient au grondement des eaux dans ses rêves. À l'aube, la brume enveloppait le rivage. Élie avait rassemblé 7 pierres rondes, une pour chaque année passée, dans la solitude des bois, et les avait disposées en cercle à l'endroit où sa barque toucherait l'eau pour la première fois. Il n'avait besoin d'aucun maître pour comprendre la valeur du rite. Le trajet entre la clairière et le fleuve avait exigé 3 jours d'efforts harassants. À l'aide de leviers, de cordes et de troncs en guise de rouleaux, il avait déplacé son embarcation sur un terrain inégal, la guidant autour des rochers, la freinant dans les descentes abruptes. Chaque mètre conquis l'avait été au prix de sueur, de patience et d'inventivité. Enfin, le bateau reposait à 20 mètres du bord de l'eau, immobilisé par des cordes. La dernière pente, douce mais traîtresse, serait la plus risquée. Élie l'avait préparé avec une précision d'ingénieur, il avait dégagé les racines, aplani le sol, posé des petits rondins perpendiculaires pour faciliter la glissade. Malgré tout, un nœud d'angoisse lui serrait la poitrine. Une fausse manœuvre, une vitesse mal contrôlée. Et 15 mois de travail pouvaient se briser en un instant. Il vérifia une dernière fois son équipement, ses habits de voyage, pantalons de cuir souple, tunique tissée, gilet de daim. Mocassins renforcés promettaient confort et endurance. Il posa une main sur la coque, chaude malgré l'air frais, et murmura : Aujourd'hui, tu rencontres ton élément. De l'arbre au bateau. Du bateau à l'eau, le cercle se referme. S'installant à l'arrière, il prit la corde de frein et poussa d'un geste sur contre un tronc. Le bateau s'ébranla lentement. Les rouleaux se mirent à tourner avec un grondement feutré. Élie contrôlait chaque mouvement, freinant, corrigeant la trajectoire, reprenant souffle avant de relâcher un peu plus de corde. Ses muscles tendus guettaient la moindre déviation. Quand la proue atteignit la dernière portion de pente, il s'avança pour vérifier la voie libre. Devant lui, le cercle de pierre brillait au bord du courant, promesse et seuil à la fois. Il revint à sa place, relâcha la corde. Le bateau glissa avec majesté vers l'eau. Lorsqu'il franchit les pierres, Élie sentit un flot d'émotions le submerger, fierté, crainte, émerveillement. La proue caressa la surface liquide, hésita un instant, puis, dans un souffle, le navire tout entier s'immergea, trouvant sa place naturelle. Le bois, jusque-là lourd, sembla s'alléger. Flotter avec assurance. La coque se tenait droite, parfaitement équilibrée. Aucune fuite, aucune inclinaison. Persévérance respirait enfin. Élie observa, ému, le fruit de son œuvre flotter libre. Retenu seulement par une fine corde attachée à un arbre. Avec méthode, il chargea ses affaires selon le plan établi durant l'hiver, les objets lourds au centre, les plus légers sur les bords. Chaque paquet attaché à portée de main. Lorsqu'il eut terminé, il resta un instant immobile sur la rive. Derrière lui s'étendait la forêt, sa compagne, sa prison et sa mère. Devant lui s'ouvrait un fleuve sans fin, promesse d'inconnu. Il prit la dernière pierre du cercle, encore sèche, et la glissa sous son siège. Un fragment de son passé voyagerait avec lui. D'un geste calme, il détacha la corde, la roula, et monta à bord. La barque s'inclina légèrement, puis se stabilisa,
comme si elle l'accueillait. Sous ses doigts, le bois n'était plus inerte. Il vibrait. Sensible au moindre mouvement de l'eau. Ellie prit sa pagaie, donna une impulsion. Le bateau s'éloigna du rivage, happé doucement par le courant. Sans un bruit, il entra dans la danse du fleuve. Sur ses genoux reposait une carte des étoiles dessinée sur une peau de daim, marquée de symboles qu'il avait tracés au fil des saisons. Ce ciel, il l'avait observé depuis la montagne, désormais. Il l'utiliserait pour guider ses nuits. Quand la lune montait, il naviguait dans la clarté argentée, suivant le scintillement de la voie d'eau qui se confondait parfois avec la voie lactée. 3 semaines plus tard, Ellie et la rivière battaient d'un même pouls. À l'aube, il rangeait son camp, reprenait la pagaie tandis que la brume s'élevait. Il glissait au fil des heures. Observant les chevreuils, les hérons, les castors occupés à leurs travaux. À midi, il s'arrêtait pour pêcher, réparer ses cordages ou explorer les rives. Puis, quand le soleil déclinait, il repartait, porté par les reflets d'or et de cuivre du couchant. Les nuits claires, il continuait jusqu'à ce que la fatigue l'emporte, naviguant sous la voûte étoilée. Le fleuve lui parlait dans une langue changeante, tantôt calme et profond, tantôt rapide et bavard, sautillant sur des galets invisibles. Ellie apprenait à lire ses humeurs, un tourbillon signifiait un rocher caché. Un remoulant, un bras secondaire, un silence soudain, un fond plus profond. Chaque jour lui enseignait quelque chose de neuf, la patience, la vigilance, mais surtout la gratitude. Car le fleuve, comme la vie, récompensait celui qui observait avant d'agir. Sous la lumière tremblante du matin, Ellie savait désormais qu'il n'était plus seulement un survivant. Il était devenu un voyageur, un homme en marche vers son destin, porté par les eaux qu'il avait longtemps craintes, guidé par les étoiles qu'il avait apprises à aimer. Le vent gonflait doucement la voile. La rivière s'élargissait. Paresseuse et majestueuse. Devant lui, un monde inconnu s'ouvrait, et dans ses yeux brillait la même lumière que celle du fleuve, claire, indomptable, vivante. Les troncs submergés n'étaient plus pour lui des obstacles, mais des compagnons familiers. Ellie avait appris à lire la rivière comme on lit un texte ancien, chaque remous, chaque nuance de couleur lui révélait un secret. L'eau plus sombre trahissait la profondeur, dessinant un ruban sinueux qu'il suivait avec instinct. Son embarcation se comportait au-delà de toutes ses espérances. La coque renforcée résistait sans faillir au frottement du fond sablonneux, et la proue courbée fendait les flots avec une grâce presque vivante, réduisant la résistance au minimum. Le plus étonnant restait la puissance de ses voiles. Dans les longs passages ouverts, lorsque le vent soufflait dans la même direction que le courant, son bateau glissait avec une légèreté miraculeuse. Le moindre souffle s'accrochait aux étoffes tissées de ses mains, et la barque avançait presque seule. Au fil des jours, le paysage changeait subtilement. Les forêts denses de montagne, si familières, s'éclaircissaient pour céder là. Place à des collines ondulées couvertes de chênes et d'érables. Entre elles s'ouvraient des prairies fleuries, et les falaises calcaires, frappées par le soleil du matin, brillaient comme des sentinelles dorées. L'air se faisait plus chaud, plus lourd, chargé d'odeurs nouvelles, la sève des arbres inconnus, la douceur du trèfle, le parfum de la terre humide. Chaque journée apportait ses rencontres, des cerfs observaient son passage depuis la berge avant de s'éclipser d'un bond, des hérons pêchaient sans prêter attention à l'étrange voyageur. Une fois, une ours et ses petits traversèrent la rivière en amont, silhouette puissante et tranquille qui avançait dans le courant avec une grâce presque solennelle. Mais le souvenir le plus tendre fut celui de deux loutres qui l'accompagnèrent longtemps, plongeant et ressurgissant autour de la barque comme pour l'escorter à travers leur royaume liquide. Les rapides, eux, demeuraient une épreuve. Chaque grondement annonçait un choix, tenter la descente ou contourner l'obstacle. Certains passages pouvaient être franchis avec un positionnement précis, d'autres exigeaient de tout décharger, de tirer le bateau sur la berge, de le hisser sur des roches glissantes, puis de tout replacer. Ces portages le brisaient physiquement, mais chaque réussite renforçait sa confiance. Peu à peu, il commença à voyager aussi de nuit. Le jour déclinait trop vite, et les heures sombres offraient une eau plus calme. Les risques étaient réels, les rochers invisibles, les troncs flottants, les prédateurs. Mais la rivière, au clair des étoiles, semblait respirer autrement. C'est alors qu'il conçut sa carte du ciel. D'abord simple croquis de constellation gravé sur un morceau d'écorce, elle devint un instrument de
Navigation précis. Élie nota comment les étoiles se déplaçaient au fil des heures, quelles figures restaient stables, lesquelles pouvaient servir de repères. L'étoile du nord devint son guide. Immuable, toujours derrière son épaule gauche, elle lui rappelait la direction du retour, la montagne qu'il laissait derrière lui. Pourtant, le véritable combat n'était plus contre la rivière, mais contre les souvenirs. À mesure qu'il s'éloignait de son refuge, son passé refaisait surface. Des images jaillissaient sans prévenir, le parfum du ragoût de sa mère, le bourdonnement d'une ville. Sous la pluie, le balancement d'une voiture sur la route. Ces visions n'éveillaient plus la douleur, mais un trouble profond, comme si deux êtres vivaient en lui, l'enfant du monde d'avant et l'homme façonné par la nature. Puis vinrent les premiers signes d'humanité. Une colonne de fumée lointaine, un bruit de moteur porté par le vent, puis un soir le claquement sec d'un fusil sur la rive opposée. Ces indices provoquaient en lui un mélange paradoxal, une soif brûlante de rencontrer d'autres hommes, et la peur viscérale de ce qu'ils pourraient représenter. Dans son journal, il écrivit : « La rivière me conduit vers les autres. Mais suis-je prêt à les retrouver ? Ai-je encore leurs mots sur ma langue ? Verront-ils en moi un semblable ou une créature du sauvage ? » Un soir, au détour d'un large coude du fleuve, il aperçut au loin une lueur tremblante. Puis d'autres, et d'autres encore. Une constellation terrestre, née des mains humaines. Il resta figé. Le souffle suspendu. Il savait que ce moment viendrait, mais la réalité frappa plus fort que prévu, devant lui s'étendait la promesse d'un monde habité. Il accosta tôt, dressa un petit camp sur la rive, et observa la lointaine lueur toute la nuit. Les points dorés brillaient comme des étoiles inversées, preuve fragile de la présence humaine dans l'immensité sauvage. Sur sa carte céleste, il traça cette nouvelle constellation, celle des lumières du Sud. Le lendemain, sous un soleil tiède, il fit briller la lame de son couteau. Acquis par échange, c'était un objet venu d'un autre monde. L'acier poli captait la lumière comme un miroir. Le manche de bois, lisse d'usage, épousait parfaitement sa paume. Ce n'était pas un simple outil, c'était un symbole. Son premier lien. Tangible avec la civilisation depuis des années. En approchant du dernier virage, il découvrit enfin la source de ces lumières, un petit port naturel, où des cabanes de bois s'alignaient le long d'un quai. La fumée montait des cheminées de pierre, des silhouettes allaient et venaient, portant des caisses, réparant des filets, chargeant des bateaux. Ce n'était pas une ville, mais plus qu'un campement, un poste de commerce, comme l'indiquaient les cartes de Raymond. L'endroit où trappeurs, chasseurs et voyageurs échangeaient biens et nouvelles. Élie se montra prudent. Il amarra sa barque à l'écart, dans une crique dissimulée, et observa la communauté tout un jour. Aucun signe d'hostilité, seulement la routine tranquille des hommes qui travaillent. Des voix montaient du quai, des rires éclataient, un chien aboyait au loin. Rassuré, il décida d'approcher. Cette fois, il ne voulait pas se cacher. Il rama lentement vers le centre de la rivière. Visible, assumé. Il avait réfléchi à l'image qu'il offrirait, pas un sauvage, pas non plus un citadin déguisé. Il porta ses plus beaux vêtements de cuir tanné, ornés de motifs gravés au couteau. Ses cheveux, plus courts qu'autrefois, étaient noués par une lanière. Autour de son cou, il porta la petite amulette sculptée que Makwa lui avait donnée, un lien entre le monde des hommes et celui de la forêt. Un homme à la barbe grise, posté sur le quai, le remarqua. Ses yeux, d'un bleu perçant, observèrent l'embarcation et son constructeur avec intérêt. « C'est une belle pièce. » lança-t-il en guise d'accueil. « Jamais vu un bateau pareil. »« C'est toi qui l'as fait ?» La question, simple et directe, le désarma. Des semaines de solitude, de préparation mentale, s'effacèrent dans un vertige de timidité. Sa voix, quand il répondit, lui parut étrangère. Oui, d'un chêne tombé. L'homme hocha la tête, satisfait. Beau travail. Attache-toi là. Le comptoir est ouvert jusqu'au coucher du soleil si tu veux troquer. À cet instant, Élie franchit un seuil invisible. Des mots humains, une réponse humaine, un regard d'approbation. Tout cela coula à travers lui comme l'eau sous sa coque. Une tension longtemps contenue se relâcha, il inspira profondément, comme s'il respirait vraiment pour la première fois depuis des années. Le comptoir lui parut un monde en soi.
C'était la première pièce close, pleine de monde, qu'il pénétrait depuis son enfance. Les odeurs le submergèrent, le tabac, le cuir, le café, la sueur, la poussière du plancher. Des voix se mêlaient, se croisaient, formaient un bourdonnement vivant. Des rires éclataient, des transactions se concluaient, des histoires s'échangeaient autour de tables de bois. Au mur, les étagères débordaient, outils de métal, tissus, conserves, lampes à huile, armes, tout ce que le monde manufacturé savait produire. Le propriétaire, un colosse à la barbe rousse et au regard calculateur, s'approcha. « Tu n'es pas d'ici », constata Théil. « La rivière t'a amené ? Que as-tu à échanger ?» Élie avait longuement préparé ce moment. Il sortit de son sac des fourrures finement tannées, des pointes de flèches parfaitement polies, un petit sachet d'herbes médicinales rares. Il ne dit rien, la qualité parlait pour lui. L'homme examina les objets, pesa, soupira d'approbation. Puis il posa sur le comptoir un assortiment de marchandises, quelques outils, une pierre à aiguiser, des aiguilles, et un couteau de belle facture. Élie le choisit immédiatement. Ce n'était pas un caprice, l'acier durerait mieux que la pierre, trancherait le cuir, le bois, la chair. Il y voyait surtout un symbole. L'aubergiste lui lança. « Bon choix. De l'acier suédois. Tiendra le fil plus longtemps que tout ce que tu trouveras ici. Tu as l'œil. » Un compliment banal, offert sans intention particulière, mais qui toucha Élie plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Après tant d'années d'isolement, ces simples mots scellaient sa réintégration dans la communauté humaine. Il sortit du comptoir en silence, le couteau à la ceinture. Le vent du soir portait encore l'odeur du fleuve. Devant lui, les cabanes se teintaient d'or sous les dernières lueurs. Il comprit qu'il venait de franchir un autre type de frontière, celle qui sépare la survie de la renaissance. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit plus seul au monde. La rivière, fidèle compagne, l'avait ramené parmi les hommes. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose du sauvage continuerait de vivre en lui non comme une trace à effacer, mais comme une force nouvelle, un langage ancien qu'il pourrait désormais traduire en humanité. Assis sur la berge, à une courte distance du hameau, Élie contemplait sa nouvelle acquisition. L'échange s'était déroulé bien au-delà de ses espérances, ses produits avaient été accueillis avec une reconnaissance sincère, troqués équitablement. Sans marchandage inutile. Outre le couteau dont la lame d'acier scintillait sous le soleil du soir, il avait obtenu un petit pot de métal, des crochets de pêche de taille variée, un sac de grains de café et surtout, un bien plus précieux, des informations. Le lieu portait un nom poétique, River es Rest, le repos du fleuve. La première véritable ville se trouvait 3 jours plus bas, sur la rivière. On l'appelait Milaven, et elle abritait à peine 500 âmes. Plus loin encore, d'autres bourgades ponctuaient les méandres du cours d'eau, grandissant à mesure que celui-ci s'élargissait, jusqu'à rejoindre une voie navigable majeure menant vers les cités côtières. Le pays vivait en paix, bien que des querelles politiques, lointaines et abstraites, agitaient les capitales. Les habitants parlaient parfois de technologies qui dépassaient son entendement et des machines, des réseaux invisibles, des mots nouveaux qui ne disaient rien à son expérience. Ces inventions appartenaient à un autre monde, celui qu'il avait quitté depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié la texture. Ce qui comptait davantage, c'était qu'on l'avait accepté sans méfiance ni curiosité excessive. Il s'était présenté simplement, un voyageur solitaire descendant le fleuve, autonome, tranquille. Dans cette région de frontière, où chaque visage portait sa part de mystère, son silence n'éveillait aucune suspicion. À la tombée du jour, Élie rengaina son couteau et laissa son regard dériver vers les lumières du hameau. Des lits à louer, des repas chauds servis à la taverne, la rumeur humaine du soir l'attendait là-bas. Pourtant, il demeurait hésitant, comme au seuil d'un monde qu'il n'était pas encore prêt à rejoindre tout à fait. Pour cette nuit du moins. Il choisirait le confort de son embarcation, amarré à l'écart, un pied encore ancré dans la nature qu'il avait façonnée. Le lendemain matin, la proue de son bateau captait les premiers rayons du soleil. Sous sa main patiente, la figure de proue avait pris forme, d'abord esquisse d'un cerf, elle s'était métamorphosée en visage humain, né des veines du bois. Les yeux regardaient droit devant. Ni rieur ni triste, mais attentif et conscient.
C'était là son empreinte finale, un signe de passage avant de prendre sa décision. 3 jours à River's Rest l'avaient peu à peu réconcilié avec la présence d'autrui. Le tumulte sensoriel des débuts s'était apaisé, laissant place à une curiosité prudente. Le deuxième soir, il avait osé franchir la porte de la taverne. Il y avait bu. Lentement, une chope de bière, la première depuis son enfance, en écoutant les conversations alentour. Les voix tissaient un monde dont il se sentait à la fois exclu et fasciné. On y parlait de politique, d'économie, de progrès technique aux allures de légende. Lui se taisait, répondait à peine, mais ses oreilles recueillaient avidement le murmure du temps. Le monde, décidément, avait changé. Pourtant, au milieu des mots inconnus, il retrouvait les préoccupations immuables, le pain à gagner, la famille, la pluie, l'avenir. Les différences semblaient moins infranchissables qu'il ne l'avait cru, peut-être restait-il une langue commune, celle du besoin et de l'espoir. C'est le 3e jour qu'il rencontra Sarah, la seule enseignante du hameau. La petite école accueillait une douzaine d'enfants venus des fermes voisines. Ellie s'était arrêtée devant une carte murale, observant les rivières et montagnes dessinées à l'encre pâlie. « Elle a 3 ans de retard, » dit-elle en souriant, s'approchant sans bruit. Mais la géographie n'a pas beaucoup changé. Ce fut le début d'un échange inattendu, fluide, presque familier. Elle lui posa des questions pleines d'attention sur son embarcation, admirant son savoir-faire sans chercher à percer son passé. Lorsqu'il mentionna qu'il avait appris la construction navale grâce à des livres trouvés dans une cabane de montagne, ses yeux s'illuminèrent. Les livres, dit-elle, sont les bateaux de l'esprit. Certains de mes élèves ne voyageront jamais à plus de 50 miles d'ici, mais grâce aux mots, ils peuvent voir le monde entier. Avant qu'il ne reparte, elle lui tendit un mince volume relié de cuir, un recueil de poèmes de Wordsworth. Il comprend mieux que quiconque le lien entre la nature et l'âme humaine, lui dit-elle. Je crois que sa voix parlera à la vôtre. Ce présent le bouleversa. Le couteau avait symbolisé son premier lien matériel avec les hommes, le livre, lui, incarnait une rencontre intérieure, une reconnaissance silencieuse de son humanité retrouvée. Pour la première fois depuis des années, Ellie sentit qu'il n'était plus seulement un survivant, mais un être capable de penser, de sentir, d'apprendre encore. À l'aube du 4e jour, alors que la brume s'effilochait sur le fleuve, il acheva ses préparatifs. Sa décision, lentement mûrie, s'était désormais imposée. Il continuerait vers l'aval, mais sans aller jusqu'aux grandes villes côtières dont il avait rêvé jadis. Milaven, le bourg 3 jours plus bas, serait sa destination. Sarah lui avait confié qu'on y cherchait un constructeur de bateaux, un artisan connaissant la rivière et le bois, capable d'enseigner son savoir. Ils ont perdu 2 anciens ces dernières années, avait-elle expliqué. Leurs apprentis manquent d'expérience. Quelqu'un comme vous y trouverait sa place. L'idée d'un chemin médian entre l'isolement absolu et la vie urbaine l'avait séduit. À Milaven, il pourrait mettre à profit les compétences acquises dans la solitude, offrir son art, tout en apprivoisant peu à peu la société humaine. Une existence simple, enracinée dans la rivière. Ouverte sans être submergée. Son embarcation, qu'il avait baptisée Persévérance, deviendrait à la fois sa carte de visite et son héritage. À River's Rest, on en parlait déjà, les mariniers voyageurs venaient examiner de près la structure unique, mêlant les traditions du canot monoxyle et des solutions improvisées nées de la nécessité. Certains prenaient des notes, d'autres proposaient des échanges de savoir. Ellie voyait dans cette curiosité un signe encourageant, il avait quelque chose à transmettre. Avant de partir, il compléta ses provisions à un peu de sel, de la farine. Un nouveau filet de pêche payant parfois en marchandises, parfois à crédit, sur la promesse de son futur travail. Même son apparence s'était métamorphosée. Ses cheveux, taillés plus régulièrement, révélaient un visage qu'il reconnaissait à peine. Ses vêtements mêlaient toiles grossières et tissus manufacturés. Son regard, jadis fuyant, s'était adouci sans perdre la vigilance née du silence des forêts. Lorsque le maître du port s'approcha, il lui remit un petit plan du fleuve annoté de sa main. « Bon voyage », dit-il, lui tendant la main dans un geste de camaraderie universelle. Ellie hésita un instant avant de répondre à la poignée. Ce contact, autrefois étrange, lui semblait désormais presque naturel. « Merci »,
répondit-il simplement. Puis il s'éloigna du quai, pagayant vers le courant principal. La barque s'ébranla doucement, portée par le flux. À mesure que le village s'éloignait, un mélange de gravité et de paix se répandait en lui. Ce n'était ni une fuite, ni un retour, mais une transformation. La nature ne l'avait pas abrité par hasard, elle l'avait façonné, éprouvé, poli comme la lame du couteau qu'il portait à la ceinture. Le garçon, abandonné, était devenu un homme capable. La forêt avait été son épreuve, non sa fin. Il y était entré par désespoir, il en sortait par choix. Le cercle se refermait, mais pour mieux s'ouvrir vers d'autres horizons. À la proue, le visage sculpté semblait partager sa résolution, les yeux fixés sur la ligne du fleuve, attentif mais serein, prêt à accueillir l'inconnu. Ce n'était pas une fin, mais une continuation. Pas une arrivée, mais un départ. Quand les dernières maisons de River's Rest disparurent derrière un coude, Ellie ouvrit le recueil offert par Sarah. Entre les pages, un marque-page indiquait un poème. Il lut : Le monde est trop avec nous, tôt et tard. À acheter, à vendre, nous gaspillons nos forces. Peu de la nature nous appartient. Ces mots résonnèrent en lui avec la clarté d'une vérité déjà vécue. Il comprit que, quels que soient les défis à venir, il garderait ce savoir comme une boussole, l'homme et la nature ne sont pas ennemis, mais interlocuteurs dans un dialogue ancien. Le fleuve, docile et fort, poursuivait sa route vers le large. Ellie, guidée par le murmure de l'eau, avançait vers l'inconnu, vers la vie. Cette autre forme de voyage.